Alors, aujourd'hui, puis ce matin, je vais vous parler d'un sujet sur lequel j'ai eu plusieurs questions hier, les conseils pratiques pour l'entraînement des réseaux profonds. Donc là, il y a moins de maths euh, et souvent, on n'a pas nécessairement de réponse mathématique aux questions qui se posent. Donc, c'est vraiment des éléments de la pratique. Puis, si vous vous mettez à travailler avec ces algorithmes, vous allez voir que ce dont je vais parler ce matin, c'est la pointe de l'iceberg. Là, il y a beaucoup plus quand on creuse, puis qu'on lit les articles, puis qu'on parle aux gens qui ont l'expérience. Mais ça va vous donner un petit peu un survol des éléments euh, auxquels on doit réfléchir, au moins les plus importants, et qui sont importants dans la pratique. Alors, probablement le mot maître de toute ma présentation aujourd'hui, c'est hyperparamètres. Qu'est-ce que c'est les hyperparamètres? Bon, jusqu'à présent, quand on a parlé d'apprentissage automatique puis de réseaux de neurones, on a beaucoup parlé des paramètres, là, les poids des réseaux de neurones. Puis l'apprentissage consiste à optimiser ces paramètres, de changer ces paramètres pour que notre réseau produise des meilleures réponses. On va utiliser, comme on a vu hier, des méthodes d'optimisation basées sur le gradient, la descente de gradient stochastique, par exemple, pour optimiser les paramètres. Mais quand on regarde un système fini, il y a plusieurs éléments qui ne sont pas optimisés par l'apprentissage ordinaire avec la descente de gradient, qui sont ce qu'on appelle des hyperparamètres. Par exemple, on a parlé hier du nombre de couches ou de la taille des couches ou d'autres caractéristiques. On va voir une liste complète de ces éléments-là. Et malheureusement, beaucoup de ces décisions qu'on doit prendre dans le design de l'architecture ou dans comment on va instrumenter l'optimisation ou comment on va régulariser sont des décisions qu'on ne peut pas prendre en se basant uniquement sur la performance que le système a, l'erreur qu'il fait sur les exemples d'entraînement. Donc souvent, ces décisions vont être prises un petit peu au pif, avec l'expérience ou avec des méthodes un peu plus systématiques dont je vais vous parler aujourd'hui, où on va essayer tout simplement beaucoup de configuration de ces hyperparamètres. L'autre chose dont je vais vous parler beaucoup aujourd'hui, c'est justement comment on évalue la performance de généralisation, puis comment on va se servir de cette évaluation avec ce qu'on appelle un ensemble de données de validation pour choisir les hyperparamètres. Donc, on a un ensemble de données d'entraînement qui nous sert à choisir les paramètres, puis on va utiliser un autre ensemble de données, puis je vais expliquer pourquoi tantôt, qui est distinct de l'ensemble d'entraînement pour voir qu'un système qui a été entraîné donne une bonne performance sur des nouveaux exemples. Donc, les exemples de validation, c'est des exemples qui sont distincts, qui ont été choisis indépendamment des exemples d'entraînement, qui ne sont pas les mêmes que ceux que l'ordinateur a vus. Donc, si l'ordinateur a vu 1 million d'images qui ont été prises de l'Internet, par exemple, bien, si on veut vérifier qu'il a réellement appris, puis qu'on veut pouvoir comparer différents designs de nos réseaux de neurones, on va utiliser peut-être un autre 100 000 exemples qui a été aussi pris de l'Internet, mais qui ne sont pas les mêmes photos qu'utilisées pendant l'entraînement, pour évaluer la qualité de notre apprentissage, puis la qualité de notre architecture, puis de différents choix qu'on peut faire. On va aussi voir qu'on a besoin en fait de 3 jeux de données. Un pour l'entraînement, un pour choisir les hyperparamètres, puis un qu'on se garde en réserve et qui va nous servir à donner un estimé, disons, propre de la performance future de notre système. Peut-être qu'il va nous servir à comparer notre système avec les systèmes qui sont déjà en place. Donc ça, on va appeler ça un ensemble de tests. La différence entre l'ensemble de validation et l'ensemble de tests, c'est que l'ensemble de validation, on va l'utiliser pour choisir des hyperparamètres. Donc finalement, on va faire une sorte d'optimisation des hyperparamètres. On va apprendre les hyperparamètres en
choisissant une configuration des hyperparamètres qui marche le mieux possible sur nos données de validation. Mais une fois qu'on a fait ça, on a peut-être une performance de validation qui est optimiste. Et pour cette raison, on va garder un ensemble de données propre qui n'a jamais été utilisé pour faire aucun choix, qui est notre ensemble de tests. Donc, cette division des trois, je pense qu'Alain Tapp en a parlé un petit peu lundi, mais ça devient vraiment un outil important pour le sujet d'aujourd'hui avec les hyperparamètres. Donc là, j'ai une liste d'hyperparamètres, puis on peut, selon les algorithmes et les détails des architectures, etc., il y en a d'autres qui peuvent se rajouter ou qui deviennent plus importants. Certaines de ces choses-là, on a déjà parlé hier. Alors, le learning rate, le coefficient qu'on utilise dans la descente de gradient qui va multiplier les gradients, c'est probablement l'hyperparamètre le plus important. Même s'il existe des algorithmes qui vont modifier ce coefficient-là de manière adaptative, il reste toujours que, en tout cas avec l'état de l'art d'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a souvent avantage à ajuster pour faire en sorte que l'apprentissage se passe le mieux possible. Donc, c'est un nombre. Et comme beaucoup d'hyperparamètres, c'est un nombre qu'on va choisir d'habitude sur une échelle, une échelle plutôt logarithmique. Genre, on ne va pas choisir entre point 1, point 2, point 3, mais on va choisir entre point 1, point 0,1, point 0,01, point 0,001, etc. Okay? Donc, c'est plus le logarithme de ce nombre-là qui est la quantité qu'on va échantillonner de manière uniforme. Disons. Donc, ça, c'est le learning rate. Ça veut dire que quand on fait une expérience, mettons que vous prenez une expérience que vous essayez vous faites une expérience avec un jeu de données, puis peut-être que vous avez reproduit certains éléments d'architecture d'un article. Ça se peut que l'article ne vous dise pas c'est quoi le learning rate qu'ils ont utilisé. Bon, ben, vous devez jouer avec ça. Puis si vous n'essayez pas plusieurs valeurs, vous risquez de vous planter puis d'arriver à la conclusion que ça ne marche pas, alors qu'en fait, si vous avez pris un learning rate un peu plus petit ou un peu plus grand, ça aurait fonctionné. Donc ça, Nicolas en a parlé aussi hier, mais je reviens là-dessus comme un exemple d'hyperparamètre assez important. Puis il est subtil aussi cet hyperparamètre parce que il va évidemment influencer l'erreur d'apprentissage, puis c'est la première chose qu'on veut, c'est que le learning rate soit juste pas trop grand, pas trop petit pour que l'erreur sur les données d'entraînement descende le plus vite possible. Mais il y a aussi un impact sur l'erreur de test ou de validation sur des nouveaux exemples. Parce que parce qu'en fait, en étant un peu plus grand que ce qui serait peut-être optimal pour l'ensemble d'entraînement, ça fait en sorte que l'optimisation va être plus bruitée, plus exploratoire. Puis on va voir un petit peu cette notion de bruit aujourd'hui. Et ça peut aider à mieux généraliser. Donc, c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur les données de test ou de validation. Un autre hyperparamètre assez important, mais on va voir qu'il y a une manière assez simple de le choisir, c'est le nombre d'itérations de l'entraînement, le nombre d'époques. J'ai parlé d'époques hier, le nombre de fois qu'on passe à travers les données d'entraînement. Donc ça, c'est un entier. Là. On va passer 10 fois, 100 fois, etc., quelque chose comme ça. Mais je vais vous parler de ça tantôt. Il y a un moyen simple et de manière automatique de le choisir et la plupart des logiciels vont vous permettre de le faire de cette manière-là. Vous devrez quand même peut-être choisir un nombre maximum d'époques qui est simplement en rapport avec combien au maximum vous êtes prêt à attendre que l'expérience se fasse. Bon, nombre de neurones par couche, on en a parlé hier. Donc ça va contrôler ce qu'on appelle la capacité du réseau. Donc plus il y a de neurones, plus il y a de paramètres en fait, et plus le réseau est capable d'apprendre d'exemples, donc d'apprendre quelque chose de complexe. Alors en général, si on a plus d'exemples, on peut se permettre un plus grand nombre de neurones. C'est donc une manière de contrôler la balance entre overfitting et underfitting. Je vais revenir sur cette question-là parce que c'est très, très important dans tout ce qui est choix des hyperparamètres, de comment on gère le compromis entre underfitting et overfitting. La profondeur, c'est le nombre de couches. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est en rapport avec la capacité, mais peut-être pas de manière aussi intuitive que les gens s'imaginent. On peut penser que plus il y a de couches, mieux c'est.
Mais en réalité, on peut échanger pour le même nombre de paramètres. On peut avoir un réseau qui est moins profond, mais avec plus d'unités dans chaque couche, ou plus profond, avec moins d'unités dans chaque couche. Donc là, ce qui contrôle vraiment la capacité, en principe, c'est juste le nombre de paramètres. La profondeur, c'est comme quelque chose d'indépendant. Ce qui se passe avec la profondeur, c'est que plus c'est profond, plus c'est théoriquement et en pratique dans beaucoup de cas difficile à entraîner, mais ça a un potentiel de généraliser mieux si on est capable d'entraîner correctement. Donc là, ça revient à dire que si on est capable d'avoir un réseau plus profond puis de l'entraîner correctement, c'est probablement une bonne chose. Mais si vous vous rendez compte que j'augmente la profondeur puis là, ma performance diminue autant sur les données d'entraînement que de test, ben, c'est que votre optimisation, elle n'arrive pas à se faire correctement. On n'arrive pas à entraîner au-delà d'une certaine profondeur. Hein. Si on a une profondeur trop grande, ben, à un moment donné, ça nuit parce que l'entraînement, l'optimisation du réseau devient difficile. Bon, les fonctions d'activation, on en a parlé hier. Il y a des recommandations. Je vous ai finalement suggéré d'utiliser des rectifieurs dans les couches cachées, puis des sigmoïdes ou des softmax pour la sortie selon ce qu'on cherche à prédire, ou linéaire dans la sortie. Mais il y a des cas d'architecture plus complexes, vous allez voir pendant le reste de la semaine. Les coefficients de régularisation, on a parlé un petit peu de régularisation, donc on va revenir là-dessus. C'est un coefficient qui contrôle de combien on veut pénaliser le réseau et ses paramètres de façon à favoriser des solutions plus simples. Et là, il y a plusieurs formes mathématiques. Pour ça, on va voir la régularisation L1 et L2. Alors, l'injection de bruit et le drop-out, je vais avoir une slide là-dessus aussi, c'est un mécanisme qui permet de rendre l'entraînement plus robuste et qui va faire en sorte que ça généralise mieux. Donc, c'est une méthode de régularisation où on tire dans les jambes du réseau de neurones. Ça fait en sorte que bien, il est obligé d'apprendre à courir de manière plus robuste. Et on y casse des morceaux et il doit continuer à performer bien. Ça fait en sorte que face à des nouveaux exemples, il va tendance à mieux généraliser. Ça va ralentir un peu l'entraînement, mais dans beaucoup de cas, si on est dans une situation surtout de overfitting, qu'on a des bonnes performances en apprentissage, mais pas assez bonnes en test, à ce moment-là, ça peut être un truc très utile. Le choix de la fonction de perte puis de la non-linéarité de sortie. Oui, il y a une question ici. Je vais avoir une slide là-dessus tantôt. Mais en gros, on rentre du bruit aléatoirement, on ajoute des quantités aléatoires, on multiplie par des quantités aléatoires dans le réseau. Ça va faire en sorte que pour le même exemple, il va se comporter différemment. Puis, il va apprendre à donner quand même des bonnes réponses malgré tout ce bruit qu'on lui injecte. Bien, imaginons un examen, mettons qu'un étudiant étudie, puis que dans les questions d'examen, il y a des mots qui ont été biffés au hasard ou remplacés par des mauvais mots. Puis là, il faut quand même donner la bonne réponse. Puis en plus, que pendant que l'étudiant fait son examen, on le distrait, on lui compte des jokes, etc. Fait que, ça fait qu'il n'est pas capable de se concentrer sur son travail. Donc, finalement, on introduit des perturbations un petit peu aléatoires au fonctionnement du réseau, à son entrée, puis il doit quand même réussir à donner la bonne réponse. Il s'entraîne à fonctionner dans ces conditions difficiles. Après ça, quand on va se servir pour vrai du réseau, on ne va pas le perturber, là, on va essayer de faire sa job comme il faut, mais pendant l'entraînement, il rend la vie difficile. C'est ça. Exactement. Ça le rend plus robuste à des variations qui n'étaient pas prévues. Oui, une autre question? Oui, quand on ajoute du bruit, la question c'est est-ce que c'est relié avec le nombre d'époques? Tout à fait. Donc, quand je prends encore l'exemple de mon étudiant qu'on va perturber pendant son étude, là, c'est sûr que ça va y prendre plus d'études parce que le bruit, d'une certaine manière, il va être capable de le moyenner sur beaucoup d'exemples. Donc,
Si les mots dans le texte, par exemple, ou les pixels dans l'image ont été perturbés, il manque l'information, mais à force de voir d'autres exemples qui sont bruités de manière différente, il va être capable de figurer ce qui est important quand même. C'est juste que ça y prend un peu plus de temps. Donc, l'entraînement va être plus lent, mettons 2 fois plus lent, c'est typique. Mais je vais revenir là-dessus. Donc, on a parlé hier de différentes fonctions de perte. C'est des choix qu'on peut avoir à faire et de la sorte de non-linéarité qui va avec. Les mini-batchs, donc le fait que on va mettre à jour les paramètres après avoir vu pas seulement un exemple, mais un paquet, mais genre 100 exemples. Okay? C'est de cet ordre-là. Ça, c'est principalement quelque chose qui est introduit pour des raisons d'efficacité de calcul pour la parallélisation sur des puces comme les GPU ou les processeurs multicorps. Donc, si votre GPU a 1000 nœuds, bien, il est capable de faire 1000 calculs en parallèle. Alors, on est aussi bien de se donner un paquet d'exemples en parallèle et il va pouvoir les traiter en même temps. Donc, vous allez probablement avoir une présentation sur les GPU vendredi qui va revenir sur ça, mais ce n'est pas vraiment une question de généralisation ou d'entraînement, c'est vraiment une question d'efficacité de calcul. Méthode de normalisation des poids. Donc là, il y a plusieurs techniques qui ont été introduites dans la littérature. La plus communément utilisée que vous allez voir dans beaucoup de logiciels, c'est la batch normalization. Je n'en parlerai pas beaucoup pour aujourd'hui, mais c'est simplement des manières de normaliser les calculs qui sont faits à l'intérieur de chaque couche, par exemple en divisant par la moyenne puis l'écart type qui peuvent être pris sur la batch, la mini-batch, ou sur les exemples passés en moyenne. Donc, c'est une manière de rendre les réseaux aussi plus robustes, finalement, à des variations en faisant une sorte de normalisation à la volée. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut aider beaucoup de l'optimisation, apparemment. Les méthodes de normalisation des entrées et des cibles. Ça, j'en parlerai pas beaucoup non plus, mais c'est un truc assez important à savoir en pratique. Les réseaux de neurones et d'autres méthodes d'apprentissage automatique aiment que leurs entrées et leurs cibles soient des nombres raisonnables, genre autour de 0, pas des valeurs comme 1 million, mais des valeurs comme 1,5. Okay? Donc, des nombres autour de 1 en magnitude et autour de 0 en moyenne. Donc, on peut normaliser les données, par exemple. Donc, ça, il y a plusieurs manières de normaliser, mais c'est quelque chose qui peut avoir un impact. Pourquoi ça a un impact? Parce que si vos entrées, ça peut être des nombres très grands ou très petits, ça va faire en sorte que l'optimisation va être plus difficile. Si les nombres, si les entrées sont très grandes, genre vous avez des entrées qui peuvent valoir 1 million, bien, pour que les calculs se fassent correctement, il va falloir que les poids qui vont multiplier ces entrées-là, eux, apprennent à être très, très petits. Puis ils vont devoir faire des ajustements très, très fins. Puis numériquement, ça va être difficile. Donc, il va y avoir de la misère à dealer avec ça. Et vice-versa, si les entrées sont toutes très, très petites, ça va prendre des poids très, très grands. Puis là, bien, ça va prendre beaucoup de temps à l'apprentissage pour trouver des poids très, très grands. Puis ça va créer toutes sortes de débalancements. Donc, c'est vraiment mieux que tous les nombres qui sont là, les entrées, les activations, se situent dans des intervalles de valeurs raisonnables du genre magnitude autour de 1, puis pas trop loin de 0 en moyenne. Une autre technique dont vous allez entendre parler avec l'application au domaine de l'image, c'est les méthodes de déformation des données pour mieux généraliser. Donc là, l'idée, c'est, mettons que, je vais prendre encore l'exemple avec des images. J'ai mon 1 million d'exemples d'images. Je peux prendre chacune de mes images, puis le transformer en 100 autres images, en prenant l'image puis en faisant une petite déformation, petite translation, petite rotation, augmenter le scaling, là, rendre l'image un petit peu plus grosse, un petit peu plus petite. Et
étant donné que dans mon exemple, là, ce qui nous intéresse, c'est de classifier, bien, la catégorie de l'objet qui est dans l'image, ça va être la même, même si on fait une petite translation, une petite rotation, un petit scaling. Donc, c'est une manière d'augmenter les exemples gratuitement. Ça utilise une connaissance a priori, c'est-à-dire qu'on sait que la fonction qu'on veut apprendre a cette propriété que certaines transformations de l'entrée ne devraient pas changer la bonne réponse. Fait que si on sait qu'il existe des transformations qui laissent la cible correcte, qui font qu'on ne veut pas changer la bonne réponse, bien, ça, c'est une opportunité en or. Okay? C'est probablement une des raisons pour lesquelles le deep learning fonctionne si bien sur les images par rapport à d'autres domaines où c'est moins évident de trouver des transformations. C'est que sur les images, on connaît beaucoup de transformations qu'on peut faire sur les données qui ne changent rien à la nature profonde de c'est quoi les objets qu'il y a dans l'image, etc. Donc ça, c'est un truc vraiment utile. Puis, dans certaines applications, bien, on peut le faire. On peut changer peut-être l'amplitude de certaines choses, ou on sait que certaines données, on pourrait ajouter du bruit, puis ça devrait rester à peu près la même interprétation, etc. Donc, selon le domaine d'application, on peut utiliser ce genre de choses pour produire des genres de données artificielles dérivées des vraies données d'entraînement. D'autres questions sur cette longue liste-là? Je vais revenir sur certains des éléments, mais n'hésitez pas. Oui. 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 La question, c'est est-ce que la taille de l'image est un hyperparamètre? Ben oui. Je dirais la taille ou la résolution, finalement. Là, il y a un compromis en termes d'efficacité de calcul versus la précision un peu de ce qu'on est capable d'obtenir de l'image. Si on diminue trop la résolution, on va perdre l'information sur ce qui nous intéresse. Alors, si on travaille sur des images plus grosses, ça dépend de ce qu'on essaie de faire, mais si on essaie de faire de la classification, bien, à un moment donné, on va avoir plus de paramètres sur une image plus grosse parce qu'il doit comme regarder plus de place. Donc, oui, c'est un hyperparamètre qui peut jouer. OK. Donc, là, je vous ai donné des exemples d'hyperparamètres. Maintenant, je vais revenir sur la question dont je vous ai parlé tantôt. Comment on fait pour choisir ces hyperparamètres? Alors, la bonne manière de réfléchir à la question, c'est de considérer que choisir les hyperparamètres, c'est une forme d'optimisation. C'est comme un genre d'entraînement. D'accord? Puis, comment est-ce qu'on va le faire en gros? On peut imaginer nos hyperparamètres comme un paquet de boutons là, qui sont des options là, dans votre logiciel. Vous pouvez designer votre réseau de neurones, vous pouvez choisir le nombre de couches, choisir la taille de l'image, choisir ceci, choisir cela. Est-ce que je mets du dropout? Est-ce que je fais une normalisation des entrées? C'est un paquet d'options. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer un paquet de valeurs de ces hyperparamètres. Et pour chaque choix, chaque configuration des hyperparamètres, on va faire un entraînement. On va faire un entraînement sur les données d'entraînement. Et pendant l'entraînement, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'optimiser les paramètres pour que l'erreur d'apprentissage soit minimisée. Une fois que l'entraînement est fait, bien, on peut prendre le réseau entraîné, puis tester sa performance sur les données de validation qu'on aura gardées, qu'on aura sélectionnées justement pour être prises indépendamment des données d'entraînement. Donc là, ça nous donne une évaluation de la qualité de ce choix de configuration des hyperparamètres. Mettons qu'on a choisi 3 couches. On va faire un... Donc, si je fais une expérience, ici, c'est mon nombre de couches, mettons. Puis, quand j'essaye avec une couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches, avec une couche, mettons que j'obtiens une certaine erreur. Fait que là, je note dans mon carnet, j'ai fait une expérience avec une couche, puis j'obtiens cette erreur-là. J'essaye ensuite avec 2 couches. Ah, c'est un petit peu mieux. J'essaie avec 3 couches. Ah, c'est un petit peu mieux. J'essaie avec 4 couches. Oh, c'est pire. Bon. Fait que là, j'ai une courbe
qui me permet de dire, grosso modo, ben 3 couches, c'est mieux que 2 ou 4, puis c'est probablement ce que je vais choisir. Donc ça, c'est simpliste, là, parce qu'il y a plus qu'un hyperparamètre, mais le principe, c'est ça. On va essayer différentes configurations des hyperparamètres. Après chaque entraînement, on va pouvoir évaluer sur l'ensemble de validation l'erreur qui est obtenue avec cette configuration d'hyperparamètres. Puis, on va faire ça séquentiellement ou en parallèle. Si on le fait séquentiellement, ben, on va essayer de se rappeler, si on fait un paquet d'expériences, c'est quelle expérience avec quel choix d'hyperparamètres qui a donné la plus basse erreur sur l'ensemble de validation ou le meilleur critère, c'est ce qui nous intéresse. Une fois qu'on a choisi nos hyperparamètres, on a trouvé une configuration qui semblait le mieux fonctionner sur l'ensemble de validation, on va prendre le modèle résultant et on va pouvoir le tester sur le troisième jeu de données, qui sont les données de test. OK. Donc, ça va être le nombre qu'on va pouvoir donner à notre patron, ou dans notre rapport, on va pouvoir dire, bien, si vous utilisez ce modèle-là sur le terrain, mon pronostic, c'est que ça va donner tant % d'erreur avec une certaine incertitude. Et ce tant % d'erreur, c'est la performance sur les données de test. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser les données de validation pour écrire dans ce rapport, mettons que ça, c'est mes données de validation, puis j'ai obtenu ici 3 % d'erreur. Pourquoi est-ce que je ne peux pas dire à mon patron, le système que vous m'avez demandé de produire, il va donner 3 % d'erreur dans le futur? C'est parce que quand on entraîne, qu'on fait un choix, on est en train de polluer notre mesure de performance. Vous vous rappelez que, comme Alain, je pense, devrait l'avoir expliqué, sur les données d'entraînement, notre réseau pourrait apprendre par cœur. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand on apprend par cœur? Quand on fait de l'overfitting, il se passe que notre erreur sur les données d'entraînement, elle est très petite, mais ce n'est pas un reflet juste de ce qui va arriver sur des nouvelles données. Donc là, c'est le même phénomène, mais pour les hyperparamètres. Donc, si on fait beaucoup de choix, on examine beaucoup de configurations d'hyperparamètres, éventuellement, on pourrait trouver une configuration qui marche bien, mais en partie, c'est de la chance, parce que tout simplement, les données qu'on a eues, il n'y en a peut-être pas assez, puis cette configuration marchait bien sur ces données de validation, mais ne marchera peut-être pas bien en général. Donc, quand on optimise les hyperparamètres sur notre ensemble de validation, on est en train de faire une sorte d'entraînement, et cet entraînement aussi pourrait overfitter. Donc, on pourrait se trouver avec une évaluation optimiste de la vraie performance quand on regarde l'erreur de validation obtenue par le meilleur choix d'hyperparamètres. Si on a juste 3-4, ça ne changera rien. Mais en pratique, on va souvent se retrouver avec peut-être une centaine de configurations qu'on va essayer. Puis là, bien, effectivement, le biais statistique, l'optimisme dans l'évaluation pourrait devenir quelque chose d'important. Et c'est surtout important si notre ensemble de validation est petit. Plus il est petit, plus on risque de juste overfitter cet ensemble de validation-là. Les exemples qui sont dedans, notre réseau fait bien, puis quand on va s'en servir sur des nouveaux exemples, il risque de se planter parce que c'est comme, on a choisi spécialement les hyperparamètres pour qu'ils marchent pour ces données de validation. Oui? Oui, alors la remarque, c'est que tout ce que je viens de dire pour le choix des hyperparamètres pourrait s'appliquer aussi à la performance de test. Si on prend un petit peu de recul, puis on considère qu'on met ça dans un article, puis là, il y a d'autres chercheurs qui vont, eux, travailler sur les mêmes données, puis qui vont tester sur le même ensemble de tests, puis peut-être 100 groupes de recherche auront travaillé sur ces mêmes données-là et fait un paquet d'expériences différentes. Finalement, la performance de test de la communauté scientifique sur ces données-là, elle va être optimiste. Et tout à fait. Donc, c'est surtout vrai des petits jeux de données. Plus le jeu de données est petit, plus ce danger est présent. Et plus c'est pour ça, en fait, qu'en général, dans la communauté scientifique, les jeux de données, il y en a toujours des nouveaux qui arrivent. Donc, ceux qui sont là depuis longtemps, on s'en méfie un petit peu. Mettons, si on regarde le jeu de données MNIST, bien, les gens ne prennent plus ça au sérieux. Là, on s'en sert un petit peu comme banc d'essai, mais probablement que les meilleurs systèmes qu'on a aujourd'hui, il y a eu tellement de recherches qui ont été faites, qui ont été évaluées là-dessus, que les systèmes, les taux d'erreur qui sont affichés sont moins bons que si on prend le système et qu'on lui fait regarder des images
euh, d'autres sources. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a besoin des 3 jeux de données. Le problème des données de test, il n'y a pas vraiment de solution simple à ça, à part de temps en temps passer à d'autres jeux de données. Voilà. Est-ce qu'il y a une question là-dessus? Parce que c'est un peu subtil, là. En pratique, là, on peut facilement se leurrer. Puis je vais vous donner des exemples. C'est la taille de l'ensemble de validation qui va jouer, puis c'est aussi le bruit qu'il y a dans les données. Un exemple, mettons, des données financières. Puis supposons que non seulement c'est des données financières, mais on s'intéresse à des choses comme prédire si il faut acheter ou vendre à la bourse, bon, quelque chose comme ça. Mais ça, il y a quelques événements dans l'historique financier où il y a eu des crashs, par exemple. Mais il y a 3, 4, je ne sais pas, dans votre série. Fait que, à ces 3, 4 points-là, si vous avez pris la bonne décision, vous gagnez beaucoup d'argent. Si vous avez pris la mauvaise décision, vous perdez beaucoup d'argent. Fait que, finalement, ça ne prend pas grand-chose en jouant avec les hyperparamètres pour qu'il y ait une des configurations qui s'adonne par chance à bien marcher sur ces 3, 4 points-là. Et là, vous avez l'impression que « Oh, je vais être millionnaire, blablabla ». Mais non. Là, vous me comprenez. Mettons que je me suis posé la question. Question. La question, c'est si l'apprentissage prend plus qu'une journée, tester plusieurs configurations, ça peut être long. Oui. Alors, c'est pour ça que si vous vous engagez dans des développements sur des jeux de données assez gros, que ça prend genre une journée pour l'entraînement, bien, ça va vous prendre plus qu'un GPU pour vous en sortir. Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc, une possibilité, c'est que vous êtes chanceux, puis il y a déjà quelqu'un qui a trouvé des bonnes architectures et des bonnes configurations d'hyperparamètres pour le type de données que vous avez. Donc là, il n'y aura pas besoin de beaucoup d'expérimentation. Peut-être que vous allez vous en sortir avec 3, 4, 5 expérimentations, mais en général, ce ne sera pas possible. L'autre possibilité, c'est qu'il y a certains hyperparamètres qu'on peut quand même, on peut explorer certaines choses sans faire toute une grande expérience. Par exemple, le learning rate, bien, ça donne qu'on peut le trouver, on peut l'identifier assez bien, un bon range pour le learning rate, en faisant des mini-expériences sur un tout petit jeu de données. Donc, ça, c'est un hyperparamètre qui a cette facilité-là. Le nombre, il y a d'autres hyperparamètres qui sont gratuits aussi, comme par exemple le nombre d'époques d'entraînement. Je vais en reparler tantôt. Il ne nous coûte pas cher à trouver. Mais en général, oui, c'est un obstacle que si vous travaillez sur des jeux de données plus gros, ça va vous prendre plus de ressources de calcul. Puis vous pouvez acheter des systèmes avec plusieurs cartes GPU. Enfin, vous allez voir les options là, vendredi. Oui, mais c'est un enjeu important, le capital nécessaire pour les calculs. Ouais. La question, c'est est-ce qu'il y a des interactions entre les choix des hyperparamètres et est-ce qu'il y a une hiérarchie? Sans doute, mais c'est difficile de parfaitement tenir compte de ça. Donc, je vais parler de stratégie pour optimiser les hyperparamètres, là, ça s'en vient. Une autre question? Oui, la question, c'est une excellente question. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la vitesse d'apprentissage et la performance finale? Donc, si vous avez, vous regardez l'erreur d'apprentissage et de validation d'ailleurs, pendant l'entraînement, ça c'est le nombre d'époques. Et puis qu'on regarde, mettons deux architectures, là, deux choix de configuration d'hyperparamètres, une qui apprend très vite, puis l'autre qui apprend très doucement. Bien, il y a effectivement une corrélation dans le sens que la vitesse à laquelle lui il descend, puis lui il descend, est corrélée avec le fait que lui il se rend très bas, puis lui il se rend beaucoup plus haut à la fin.
Donc, ce n'est pas toujours vrai, là, mais c'est très souvent vrai. Des fois, ça croise, là. Il y a des exceptions, là, mais comme règle du pouce, là, si vous commencez une expérience puis ça n'a pas l'air de bien fonctionner, il y a des chances que vous pouvez mettre ça à la poubelle. Donc, ça, c'est un autre truc là, qu'on peut utiliser pour réduire le temps de calcul. C'est lancer un paquet d'expériences, mais arrêter celles qui n'ont pas l'air de bien fonctionner, celles que l'entraînement n'a pas l'air de progresser rapidement. Donc, très, très bonne question. Oui. Ben, on peut effectivement commencer avec des problèmes plus simples, euh, puis ouais, mais il y a une malheureusement ou heureusement, selon comment on voit les choses, le nombre d'exemples d'apprentissage fait une grosse différence sur la performance finale. Donc, une autre figure qui est intéressante, c'est si je regarde le nombre d'exemples d'entraînement, puis je regarde l'erreur de test, donc le truc qui nous intéresse vraiment à la fin, là, comment ça se comporte sur le terrain, ben, l'erreur de test finale, là, ben, ça diminue, puis ça va atteindre une asymptote éventuellement. Donc, c'est sûr qu'on peut faire un certain développement avec un petit ensemble de tests, un petit ensemble d'entraînement, pardon, nombre d'exemples d'entraînement, là, ici. Mais il faut se préparer à l'idée que si on veut que notre système soit vraiment le plus performant possible, on va payer pour avoir plus de données, plus de temps de calcul, etc. Donc, le problème, c'est que des fois, la performance qu'on a avec le petit ensemble de données n'est même pas suffisante pour dire je veux mettre ça entre les mains des usagers ou quelque chose comme ça. Mais ça peut être suffisant pour roder les choses et pour évaluer certaines choses, mais pour évaluer, par exemple, certaines architectures. Nous, on a développé, par exemple, notre système de traduction automatique à une échelle académique, avec genre seulement quelques centaines de millions de phrases. Et ça prenait genre 2 semaines à entraîner. Puis, on était capable d'obtenir des systèmes qui étaient du niveau ou un petit peu mieux que l'état de l'art en traduction automatique. Les gens de Google ont travaillé avec des gros ordinateurs et des quantités de données à peu près 1000 fois plus que nous. Et là, ben, 1000 fois plus. C'est beaucoup. Fait que s'il avait fait ça sur un ordinateur au lieu de 2 semaines, ben, ça aurait pris 2000 semaines. Donc, ben, ils ont utilisé des techniques de parallélisation et toutes sortes de choses et du meilleur engineering pour que ce soit plus efficace, etc. Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, Google Translate n'est pas seulement juste à côté l'état de l'art, mais comme beaucoup mieux. Là, la différence entre la performance humaine pour la traduction et mettons qu'il y avait les anciens systèmes là, qui étaient basés sur l'INgram, puis la qualité des traductions faites par d'autres humains. OK, puis ça, c'est la qualité. Une mesure de qualité où on demande aux gens, là, est-ce que c'est une bonne traduction de 1 à 5 ou un truc comme ça? Bien, ça, c'est pourri. OK? Puis ça, c'était comme c'était dans Google Translate il y a 1 an. Puis ça, c'est ce que les humains. Puis là, on est rendu là. Donc, on n'est pas tout à fait rendu aux humains, mais c'est un méchant jump qui est arrivé. Puis la seule différence, puis là où on était dans mon équipe, il y a 3 ans, on était là. OK? Puis la seule différence, c'était quantité de données, engineering, quantité de calcul. C'est tout. Je veux dire, oui.
Oui, alors là, vous parlez d'apprentissage par renforcement. Donc ça, on n'en parlera pas beaucoup cette semaine, mais c'est très, très présent dans la recherche et dans certaines applications, évidemment, ce qui a rapport avec les jeux, comme le jeu de Go, donc ce que DeepMind a fait, dont vous parlez. Mais c'est des choses qui commencent à être explorées beaucoup dans des applications comme le dialogue. Le dialogue, on peut voir ça comme un genre de jeu, là. À chaque coup, on dit quelque chose, puis l'autre dit quelque chose, hein. Il y a un certain nombre d'applications comme ça où c'est pertinent, mais ça reste plus au niveau recherche là, pour l'instant. Je dirais que les gros labos de recherche, comme justement DeepMind, Google, et évidemment dans les universités, ils regardent beaucoup ça, mais c'est moins quelque chose que je conseillerais pour si vous avez une industrie, puis vous avez des données, vous voulez faire quelque chose demain matin, là, on n'est pas tout à fait rendu là, sauf certaines exceptions, là, comme jouer à des jeux, par exemple. Oui. Oui, les données étiquetées sont une ressource très précieuse. C'est pas un risque, c'est une bonne idée. Là, je ne l'ai pas rajouté dans mon petit algorithme parce que je voulais garder ça simple, mais tout à fait. Donc, pour économiser un petit peu sur les données, là, pour en avoir un petit peu plus gratuitement, une fois qu'on a choisi nos hyperparamètres selon la stratégie que, simple comme ce que j'ai présenté ici, là, on essaye un paquet de configurations puis on garde la meilleure. Euh, on peut prendre nos choix d'hyperparamètres puis les garder le même, mais juste rentraîner sur l'ensemble d'entraînement, union, ensemble de validation, tout ensemble. Et là, normalement, étant donné la courbe que j'ai écrite là, ça devrait nous donner une performance de test un petit peu meilleure. Un petit peu parce que, en général, l'ensemble de validation est petit par rapport à l'ensemble d'entraînement, mais si vous êtes dans une compétition ou que vous voulez gagner un petit epsilon par rapport à dans un produit, bien, pourquoi pas le faire? Là, je vais essayer d'avancer un petit peu parce qu'il nous reste juste une demi-heure. Alors, on a parlé de l'optimisation. Alors, justement, une petite parenthèse, dans la situation, jusqu'à présent, je vous ai parlé de diviser les données entre entraînement, validation, tests. OK? Et ça, c'est pratique quand le nombre de données est assez grand. Genre, mettons, plus que 10 000 exemples, ou vous avez plus que 100 000 exemples, bien, on peut se permettre de diviser les données en entraînement, validation, test. Donc, moi, j'ai mon ensemble de données complet, puis je le mélange, c'est-à-dire que je change l'ordre des exemples pour être sûr qu'il n'y a pas que les premiers et les derniers se ressemblent, qu'il n'y a pas quelque chose qui a rapport avec l'ordre. Puis je divise, je vais dire, mettons, ça c'est mes données d'entraînement, ça c'est mes données de validation, puis ça c'est mes données de test. OK? Donc ça, c'est la technique que je vous ai montrée jusqu'à présent. Mais des fois, cette technique-là, puis c'est un peu relié à la dernière question de monsieur, quand on n'a pas beaucoup de données, ça fait en sorte que notre ensemble de validation ou notre ensemble de tests est juste trop petit pour avoir une mesure fiable. C'est-à-dire que si mon ensemble de validation, il y a 100 exemples, oublions ça, là, je ne pourrais pas vraiment dire que telle configuration d'hyperparamètre est meilleure qu'une autre, à moins que l'autre soit vraiment pourrie. Donc, je vais avoir de la misère à choisir une bonne configuration des hyperparamètres si mon ensemble de validation est trop petit, parce que statistiquement, ça ne va être pas fiable. Alors là, il y a une autre possibilité qui est ce qu'on appelle la validation croisée, là, en anglais, par exemple, K-fold cross-validation, qui consiste à simplement dire, pour l'instant, je vais garder ça simple, là, on va oublier le test. On va juste dire, OK, quelqu'un me donne toutes ces données-là, puis je veux choisir un modèle, ses paramètres et ses hyperparamètres. Comment est-ce que je pourrais faire? Bien, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais rebrasser les données. Finalement, c'est comme si, au lieu de prendre ces données-là comme validation, je pourrais prendre ces données-là comme validation, puis le reste comme ensemble d'entraînement. Puis je pourrais les faire un autre brassage qui fait que finalement, les données de validation, c'est un autre sous-ensemble. D'accord? Donc, on peut faire soit des tirages aléatoires ou une partition des données qui va faire en sorte que je vais considérer non pas une expérience d'entraînement, mais mettons 10 ou 5. Puis,
pour chacune de ces expériences d'entraînement, je vais utiliser un certain sous-ensemble pour entraîner, puis le reste pour valider. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir, mettons, là, j'ai mes 3 modèles que j'ai entraînés. Un qui a été entraîné avec ça et ça, puis testé là-dessus. Un qui a été entraîné là-dessus, puis qui testé là-dessus. Puis un qui est entraîné sur ça et ça, puis testé là-dessus. Donc là, j'ai mes 3 modèles. Chacun de mes modèles me donne une certaine erreur sur son jeu de validation. Et maintenant, ce que je peux faire, et tout ça, c'est avec les mêmes hyperparamètres. J'ai toujours un jeu d'hyperparamètres que je veux évaluer. Fait que là, je peux prendre la performance de validation sur tous mes ensembles de validation et faire la moyenne de ça. Et là, je vais décréter que ça, c'est la mesure de la qualité de cette configuration d'hyperparamètres. OK? Donc, ce que je me répète là, on va répéter des expériences d'entraînement qui sont avec les mêmes hyperparamètres, mais où on va changer ce qui est validation puis ce qui est entraînement. Et on va pouvoir faire la moyenne sur ces différentes expériences, sur les différents sous-ensembles de validation qui, idéalement, ne se recoupent pas. Et ça va nous donner une estimation de la qualité de cette configuration des hyperparamètres qui est plus précise, parce que finalement, on aura réussi à tester sur pratiquement toutes les données. Là, si j'en avais un 4e ici, là, puis je prenais ça comme validation, bien, finalement, tous les exemples auront été utilisés une fois dans un ensemble de validation. Fait qu'au lieu d'avoir 100 exemples de validation, peut-être j'en ai 1000 parce que j'ai fait 10 entraînements chacun avec 900 plus 100. Okay, donc ça, c'est l'idée de la validation croisée. On vient de multiplier par autant le temps de calcul. Mais en général, quand on est rendu là, on s'en fout du temps de calcul parce que c'est des très petits jeux de données. Donc, si on a 1000 exemples, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose avec 1000 exemples, mais mettons entre 1000 et 10 000 exemples, de toute façon, ça va être difficile de faire quelque chose, mais mettons qu'on essaye quand même de faire quelque chose avec un petit réseau. Ça va être un petit réseau, puis ça va être un réseau qui va être entraîné rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples d'entraînement. Donc, en général, ça ne nous dérange pas de multiplier le temps de calcul par 5 ou par 10 dans ce cas-là. Dans la situation où on a beaucoup de données, on a 1 million d'exemples, bien, on n'a pas besoin de faire ça. Il y a un équivalent pour les données séquentielles, mettons des données historiques. C'est quelque chose qu'on utilise, mettons, avec des données de clients ou des données, mettons, d'assurance ou de finance ou des choses comme ça, où on voudrait... là, il y a une autre raison que la taille de l'ensemble de données, c'est que si nos données sont ce qu'on appelle non stationnaires, c'est-à-dire que la nature, la distribution des données change avec le temps. À ce moment-là, si on entraîne la situation qui va être réelle, c'est que ça, c'est le temps ici. Si on entraîne avec les données jusqu'à aujourd'hui, puis qu'on construit un modèle, puis après ça, on va l'utiliser sur les nouveaux cas qui arrivent dans le futur, et que ces nouveaux cas-là, bien, parce que les données sont non stationnaires, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas tout à fait semblables à ceux qu'on avait avant. Il y a quelque chose qui change, peut-être les règles du jeu changent, peut-être que les gens utilisent des mots différents avec le temps. Il y a plein de choses qui changent dans le temps. Donc des fois, pour faire face à ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler la situation d'utiliser des données jusqu'à un certain temps, puis tester sur une période qui suit. Parce qu'on peut s'imaginer que dans la vraie vie, là, si vous mettez en place un système, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver, mettons qu'en 2017, vous avez construit votre système, vous l'avez entraîné avec toutes les données qui étaient disponibles jusqu'à 2017, puis pendant toute l'année 2017, vous avez utilisé votre système. Puis là, bien, à la fin de l'année, vous avez maintenant une année de plus de données et vous allez pouvoir réentraîner le système, cette fois-ci, avec une année de plus de données, et vous allez utiliser ces données-là pour l'année 2018 qui suit. Donc, ce qu'on veut faire avec la validation séquentielle, c'est de simuler cette situation. C'est-à-dire dire, bien, OK, en réalité, on est en 2017, mais on n'a pas accès à ce qui va arriver dans l'année qui s'en vient.
Mais on peut faire comme si on était, par exemple, en 2010, puis si on avait été en 2010 puis qu'on avait eu juste les données jusqu'à janvier 2010, on aurait entraîné notre système, on l'aurait testé sur l'année qui suit, puis après ça, en 2011, on aurait entraîné un autre système, puis on l'aurait testé sur l'année qui suit, etc., etc. Donc là, on va avoir nos tests qui sont faits sur à chaque fois un petit bloc qui suit la période d'entraînement. Là, j'ai dit une année, mais ça pourrait être une semaine, ça pourrait être une journée, là, ça dépend ce qui est pertinent dans votre cas. Et ça, ce genre de processus où l'ensemble de validation est organisé comme ça séquentiellement, on appelle ça la validation séquentielle, puis ça peut être pertinent dans certaines applications. Bon, je reviens sur la question de choisir les hyperparamètres. Donc, je répète ce que j'ai dit, on ne peut pas utiliser un ensemble de tests pour choisir les hyperparamètres, là, ça fait un genre de triche. Les gens qui sont habitués à entraîner des réseaux de neurones, surtout ceux qui sont habitués à les entraîner pour un type de données particulier, bien, ils ont comme dans leur tête une idée de ce qu'il faut explorer. Donc, c'est un des avantages de travailler avec quelqu'un qui a de l'expérience ou de faire en sorte de développer cette expérience, c'est qu'à un moment donné, on vient bon à choisir les hyperparamètres. Bon, ça, c'est une technique coûteuse. L'autre technique, c'est d'utiliser la puissance de calcul pour faire un paquet d'expériences. Puis là, il y a plusieurs approches pour le faire. Donc, je vais vous parler de la recherche sur une grille, puis de la recherche aléatoire. Et il y a d'autres approches dont je vous parlerai moins, qui sont des méthodes qu'on appelle l'optimisation bayésienne, pour lesquelles il y a des logiciels qui existent, mais qui ne sont pas très utilisés encore. Je pense que ça va peut-être se développer, mais pour l'instant, je pense que c'est pas ce que les gens dans la pratique préfèrent. Enfin, c'est peut-être pas encore assez bon par rapport à ce qu'on peut faire en pratique avec quelqu'un qui a un petit peu d'expérience. Donc, la méthode de grille, ça, c'est une approche qui était classique en apprentissage automatique pour les hyperparamètres avant même que les réseaux de neurones percent. Là. Quand on a juste un, deux, mettons trois hyperparamètres, c'est une méthode qui n'est pas pire et puis qui est simple. L'idée, c'est qu'on va prendre, mettons ici, deux hyperparamètres. Donc, j'en ai un qui prend 3 valeurs possibles, l'autre qui prend 3 valeurs possibles. Donc, du coup, j'ai 9 configurations d'hyperparamètres que je voudrais pouvoir valider. Alors, tout simplement, je fais donc je regarde toutes ces configurations possibles, puis je peux utiliser un calcul parallèle pour lancer mes expériences. Et si j'ai 9 GPU, je peux faire mes 9 expériences. Et si j'en ai juste 3, ça va me prendre 3 appels et je vais avoir mes résultats. Donc, mais il y a un petit problème au niveau de la parallélisation, c'est que sur un cluster, un truc à savoir, c'est que ça arrive souvent que vous lancez une expérience, puis là, ça ne marche pas, ça a planté pour une raison quelconque, le cluster a buggé, en tout cas. Fait que là, quand vous en lancez 3, 4, 5, 10, c'est pas grave, mais quand vous en lancez plusieurs centaines, c'est sûr qu'il va en avoir qui vont avoir un problème. Fait que, si vous avez une grille, puis vous avez rempli 99 cases sur les 100, puis là, il en manque une, il faut refaire une expérience. Fait que là, finalement, ça ralentit les choses. Le problème principal avec la grille, c'est que ça marche, le nombre d'expériences qu'on doit faire est exponentiel dans le nombre d'hyperparamètres. Si j'ai 2 hyperparamètres avec chacun 3 valeurs, ça fait 9. Mais si j'ai 3 hyperparamètres, ça fait 27. Puis si j'en ai 4, mais là, 27 fois 3, à un moment donné, si on a, comme la liste que j'avais tantôt avec 10 hyperparamètres, oublie ça, c'est pas possible. On ne peut pas faire toutes les configurations. Donc, c'est pas pratique. Alors, c'est quand même utilisé la grille quand on veut explorer certains hyperparamètres. Mettons qu'on est assez sûr de certains hyperparamètres ou simplement on fait confiance aux valeurs par défaut puis on veut juste explorer 2, 3 hyperparamètres. Bien là, faire une grille, ça peut être intéressant. Mais il y a quelque chose de mieux que la grille de manière assez générale, c'est tout simplement l'échantillonnage aléatoire. Donc, je reprends mon exemple de grille où on essaye systématiquement toutes les configurations comme ça. Une autre possibilité, c'est au lieu de discrétiser, de prendre toujours les mêmes valeurs, mettons qu'il y a un des axes qui serait le nombre d'unités cachées, puis j'avais choisi comme 3 valeurs, mettons 500, 1000 puis 2000. Bon.
Au lieu de prendre 500 000 puis 2000 pour toutes mes expériences, où j'aurais répété finalement des expériences avec 500 plusieurs fois, puis des expériences avec 1000 plusieurs fois, je vais garder le nombre d'unités cachées comme un nombre entier complètement libre, et je vais choisir toujours, mettons, entre 500 puis 2000, mais je vais choisir uniformément entre 500 puis 2000. Et là, je vais faire la même chose pour tous mes hyperparamètres. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais deux configurations qui vont partager la même valeur d'hyperparamètres si c'est des nombres réels ou des entiers qui peuvent prendre des grandes valeurs. Donc, ça a l'air que c'est plus messy que l'autre ici, mais c'est beaucoup plus efficace. C'est plus efficace parce que même s'il y a certains hyperparamètres qui servent à rien, dans le sens que la valeur de l'hyperparamètre ne change pas grand-chose, cette méthode-là ne va pas faire plus de calculs que nécessaire. Tandis qu'avec la grille, si j'ai un hyperparamètre qui ne sert à rien, puis que je regarde, mettons, 10 valeurs pour chaque hyperparamètre, bien, je vais faire 10 fois plus de calculs, pour rien, complètement pour rien. Tandis que là, je n'ai perdu aucun calcul s'il y a des hyperparamètres qui ne sont pas influents. Donc, c'est une variation très simple, là, en termes de code, c'est super simple, mais c'est assez utilisé. OK, là, je vais accélérer un petit peu vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je vous ai parlé déjà un petit peu de la régularisation les derniers jours. La régularisation L2, c'est la plus classique, celle qui se retrouve depuis les années 80, mais qui est peut-être un peu moins utilisée de nos jours. Mais quand même, c'est bon de savoir que ça existe, puis ça se retrouve dans tous les logiciels. Donc, tout ce que ça fait, c'est qu'on rajoute à notre critère d'optimisation, à notre perte, la norme des paramètres, le carré de la norme des paramètres, c'est-à-dire la somme des carrés des poids. Alors, ça fait en sorte, si on regarde la formule, ça dit juste que le réseau va essayer de trouver une solution qui fit bien les données, mais qui fait en sorte que les poids soient petits. Évidemment, ils ne peuvent pas être zéro, parce que sinon, ça ne fitera pas bien. Fait qu'il y a un compromis entre la régularisation et fitter les données d'entraînement. Il y a la régularisation L1, qui est semblable, mais au lieu de prendre le carré, on prend la valeur absolue. Et celle-là, elle est plus utilisée dans les dernières années. Elle a une propriété intéressante, c'est que quand on ajoute une pénalité comme ça, il va y avoir des poids qui vont carrément aller à zéro, ou proche de zéro numériquement. Donc ça encourage des solutions qu'on appelle sparses avec certains des paramètres qui vont aller à zéro. Ce qui peut être intéressant, par exemple, on peut se servir de ça si on met une pénalité comme ça sur les entrées, sur les poids qui sont associés aux entrées, pour éliminer des entrées. Si toutes les entrées qui sont associées à un poids, tous les poids qui sont associés à une entrée, pardon, sont zéro, ça veut dire que cette entrée-là n'est jamais utilisée. Bon, on vient de s'en débarrasser. C'est une manière de sélectionner des variables. Comment? Alors, oui, c'est une bonne question. Le fait que c'est non dérivable à zéro, est-ce que c'est un problème? Non, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que, entre autres, si on fait de la descente de gradient stochastique, il s'en fout complètement. Tu n'arrives jamais à exactement zéro. Et puis, si tu arrives à zéro, tu pourrais choisir la dérivée plus 1 ou moins 1. Ça marche pareil. Ça, c'est l'histoire courte. Mais en gros, ce n'est pas un problème. En tout cas, pas avec les techniques d'optimisation qu'on utilise de manière typique avec les réseaux de neurones. Pour certaines techniques d'optimisation, oui, ça serait un problème. OK, l'initialisation, on m'a posé la question hier. Comment on initialise les poids avant l'entraînement? Donc là, il y a encore plusieurs techniques qui existent, mais en gros, la stratégie, c'est de choisir les poids de façon à ce que l'information des entrées va pouvoir se propager à travers les couches, puis pas se compresser à des valeurs très, très petites ou exploser à des valeurs très grandes. En gros, il faut que la magnitude des poids, donc les poids, on va les choisir de manière aléatoire. La seule chose importante, c'est quoi la magnitude? Puis cette magnitude-là, on peut la choisir avec certaines heuristiques, comme la méthode que j'ai développée avec mon étudiant Gloro est beaucoup utilisée. Mais il y en a d'autres qui vont faire en sorte, en gros, que quand on commence, les neurones vont tous plus ou moins opérer dans le même régime avec des magnitudes de leur sortie qui soient raisonnables, justement autour de 1. Donc là, il y a une formule, mais ce n'est pas vraiment important la formule, mais de savoir que ce genre de formule existe, puis ça va, en général, ça va être fourni dans les logiciels. Donc ça, c'est souvent dans les logiciels, ils appellent ça le Gloro Initialization, là.
C'est ça. Donc, finalement, de nos jours, c'est plus tellement un hyperparamètre. Là, les gens vont utiliser un truc proposé dans le logiciel, puis il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. OK, ça, je vous ai promis de parler de ça, c'est important. Il y a un hyperparamètre qui est le nombre d'époques d'entraînement, le nombre d'itérations sur les exemples d'entraînement, le nombre de fois qu'on passe à travers les données. Et il se trouve qu'on peut le choisir essentiellement pour gratuit. Comment est-ce qu'on le choisit pour gratuit? Ce que les Anglais appellent un free lunch. C'est que si pendant qu'on fait notre entraînement, on regarde évidemment à chaque époque ou à chaque moment où on évalue sur notre ensemble de validation et sur notre ensemble d'entraînement la performance et qu'on regarde la courbe que ça donne. De toute façon, il faut faire ces courbes-là. Okay? C'est super important de monitorer l'entraînement pour savoir si ce n'est pas buggé ou si ça ne fait pas n'importe quoi. Donc, normalement, si votre entraînement fonctionne, l'algorithme d'optimisation fait quelque chose de raisonnable, l'erreur d'entraînement va baisser. Et puis, on a vu tantôt que ça peut baisser plus ou moins vite selon les choix qu'on fait. Mais si on regarde l'erreur sur l'ensemble de validation, il y a grosso modo deux cas de figure. Il y en a un où il va avoir on va atteindre un minimum, puis ça va remonter, ou bien ça va continuer à descendre, puis ça n'atteindra pas de minimum visible. Donc, soit que ça fait comme ça, ou que l'erreur de validation et l'erreur d'entraînement descendent toutes les deux. Dans le cas où ça commence à remonter, bien, ça veut dire que, dans le fond, ça ne sert à rien de continuer, là, parce que plus on va continuer, plus ça va empirer. Il peut y avoir du bruit là-dessus. Là. Il va y avoir des petites oscillations. Ça se peut que ce ne soit pas exactement une belle courbe comme ça. Donc, ça peut un petit peu compliquer les choses. Mais essentiellement, ce n'est pas trop difficile de repérer ce qui semble être un point au-delà duquel il n'y a plus d'amélioration. Donc là, il y a des petites heuristiques qui se trouvent aussi dans les logiciels qui vont automatiquement détecter, bon, ben ça, c'est le meilleur qu'on a jusqu'à présent, puis il n'y a pas eu d'amélioration significative depuis. Hop, on arrête. Fait qu'on appelle ça le early stopping, arrêt prématuré. Ce qui fait qu'on n'a plus tellement à s'inquiéter du temps d'entraînement comme un hyperparamètre. Par contre, il va rester que vous devez donner un genre de maximum jusqu'où vous êtes prêt à aller parce que ça se peut, par exemple, qu'on n'atteigne jamais un minimum, il continue à descendre. Et ben, peut-être que ça prendrait plus de temps d'entraînement ou simplement votre réseau est trop petit, il n'y a pas assez de capacité, fait qu'il n'arrive pas à fitter toutes les données. C'est possible. Donc, c'est un hyperparamètre, mais il est moins crucial. Ça devient plus, c'est quoi votre patience, votre budget de temps. OK, j'ai parlé du bruit tantôt, le drop-out. Alors, il y a plusieurs manières d'injecter du bruit qui ont été proposées dans la littérature, mais une très populaire, c'est le drop-out. Comment ça fonctionne, le drop-out? Simplement, on va multiplier les sorties de certains neurones, incluant les entrées, par 0 au hasard, avec une probabilité de 1/2. Donc, en gros, la moitié des neurones, on les tue. Et à chaque fois, on les tue différemment. Ce n'est pas les mêmes qui vont être tués. Donc, ça veut dire qu'on fait les calculs comme d'habitude, mais après avoir calculé la non-linéarité, on multiplie par 1 ou 0. Ou on peut multiplier par 1/2 ou 0. Bon, en tout cas, il y a plusieurs options. Mais grosso modo, ça fait en sorte que le réseau va, à chaque fois qu'il est utilisé pendant l'entraînement, il va avoir certains des neurones qui sont utilisés, puis d'autres qui sont comme empêchés de fonctionner. Ça va faire qu'il va être plus robuste, on en parlait tantôt. Et finalement, il n'y a pas tellement à choisir là-dedans. En principe, on pourrait choisir la probabilité avec laquelle ça arrive, là, mais en gros, vous pouvez juste décider, je le fais ou je ne le fais pas, le drop-out. Et en général, on va choisir de le faire quand on est plutôt dans une situation de overfitting, c'est-à-dire que notre réseau a tendance à faire beaucoup mieux sur les données d'entraînement que sur les données de test. Oui, il y a une question ici. Je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit, je m'excuse. Oui. La fonction d'activation. Ouais. Et le scaling, il serait fixe ou il serait aléatoire? Je ne sais pas, on peut imaginer les deux cas. Oui, oui. Il y a plein de possibilités de variation de ça.
Je ne pense pas que j'ai vu ça dans la littérature, ce que vous dites, là, mais c'est envisageable. Ok. Est-ce qu'on pourrait s'en servir comme paramètre, comme les poids, qui pourraient être appris? Comme ça, on aurait un Ben ça, c'est pas dropout qui est nécessaire. appris. Oui, en fait, ça existe aussi. Là, quand j'ai parlé de normalisation des poids, il y a des méthodes de normalisation des poids où on va séparer la direction des poids de leur magnitude, puis avoir un paramètre de magnitude qui peut être appris. Donc ça, c'est un petit peu autre chose. Mais là c'est vraiment une technique d'injection de bruit qui est là. Oui, oui, oui. Donc, la question, c'est comment on injecte le bruit? Est-ce que c'est pour toute l'époque ou par exemple? Pour chaque exemple, le tirage aléatoire des 1 et des 0 est différent. C'est très important parce que si on enlevait toujours les mêmes neurones, ben, c'est comme s'ils n'étaient pas là du tout. L'idée, c'est que d'une fois à l'autre, ce n'est pas les mêmes qui sont là. Ben, pas le même sous-ensemble. Tout un exemple, on l'enlève, oui, c'est ça. Oui. Là, tu proposes une traduction en français du mot dropout? Trou de réseau, trou de neurones. Je ne sais pas. Il va falloir que j'y pense un peu plus. Ça ne me semble pas extraordinaire comme traduction. Il y a un truc intéressant avec le dropout, c'est que c'est comme si on entraînait en même temps un nombre très, très grand de réseaux qui partageaient tous les mêmes poids, mais sauf que chacun utilise seulement un sous-ensemble des neurones. Donc, là, c'est un petit peu relié à la question de monsieur tantôt. On peut interpréter ce qui se passe dans le dropout comme si, au lieu d'avoir un réseau de neurones, on a un nombre exponentiellement grand qui correspond à toutes les configurations possibles de quel neurone est utilisé puis quel neurone n'est pas. Là, j'en ai mis 3, mais il y en a un nombre exponentiellement grand. Et c'est comme si on entraînait en parallèle tous ces réseaux-là, mais ils partagent les mêmes poids, donc ils s'influencent mutuellement. Et la réponse finale, pendant l'entraînement en tout cas, et non, en fait, pendant le test, c'est la réponse moyenne de tout le monde. Ce n'est pas exactement ça qui se passe dans le dropout, mais c'est assez proche. Et ça nous aide à comprendre pourquoi ça le rend robuste. Parce qu'il y a une chose dont vous allez probablement entendre parler, qui est l'idée, pour améliorer la performance de généralisation, c'est qu'on peut faire voter plusieurs réseaux de neurones qui chacun est un peu différent. Donc là, c'est une méthode qui fait un peu ça implicitement. Donc évidemment, en test, on enlève le bruit. OK. Un truc super important pour comprendre ce qui se passe quand vous voulez améliorer votre réseau, la première chose à faire, le premier diagnostic, la première question à vous poser quand vous entraînez un réseau puis vous regardez le résultat, c'est est-ce que mon réseau est plutôt en train de faire de l'underfitting ou de l'overfitting? Donc, ici, on a une courbe avec, d'un côté des valeurs d'hyperparamètres, on a un réseau qui n'a pas assez de capacité, c'est-à-dire que son erreur de validation pourrait être meilleure si on augmente la capacité. Donc ici, c'est underfitting. Puis l'autre barre, c'est overfitting. Donc l'autre barre, il y a trop de capacité, puis il fait bien sur les données d'entraînement. Données d'entraînement, probablement que ça va être comme ça, mais les données de test ou de validation, on va avoir une espèce de courbe en U. Alors, c'est vraiment important de savoir dans quel cas on est. Parce que si on est dans la zone underfitting, ben, on peut augmenter la capacité de notre réseau, le rendre plus gros. On peut enlever le dropout si on en a. On peut améliorer notre algorithme d'optimisation. Peut-être que notre learning rate n'est pas bon ou qu'on doit jouer avec les hyperparamètres d'optimisation. Si par contre on est dans le mode overfitting, ça veut dire qu'on a trop de capacité, on apprend par cœur. À ce moment-là, on pourrait rajouter du dropout, on pourrait rajouter de la régularisation, on pourrait entraîner moins longtemps, bien ça, on va le faire automatiquement. On pourrait rajouter des données, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. On peut utiliser toutes sortes de techniques, dont l'apprentissage non supervisé, dont je ne parlerai pas trop,
pour essayer de réduire l'overfitting. Donc là, ce n'est pas les mêmes stratégies qu'on va utiliser pour améliorer notre architecture ou notre système d'entraînement selon qu'on a le diagnostic, oh, il est plutôt underfitting, plutôt overfitting. Il faut voir que cette distinction est un peu grossière, là, puis des fois, on peut overfitter par certains aspects, puis underfitter par d'autres aspects, mais disons, au premier degré, c'est vraiment une question très importante à se poser. Donc, ouais, voilà la courbe que j'ai dessinée. Pour savoir si on est plutôt en underfitting ou overfitting, ben, c'est simple, on va varier un hyperparamètre de capacité, comme le temps d'entraînement. En fait, on va le voir, si notre courbe d'entraînement a fait un U, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'erreur de validation commence à remonter, c'est probablement que, donc là, on est capable d'overfitter. Et on veut être capable d'overfitter. Si on augmente, mettons, le nombre de neurones, puis on se rend compte que notre erreur de validation s'améliore, bien ça veut dire qu'on était en mode underfitting. Si on augmente la capacité, puis que ça s'améliore, ça veut dire qu'on est sur le côté gauche. Si on augmente la capacité puis que ça empire sur l'ensemble de validation, ça veut dire qu'on est sur le côté droit, on est sur l'overfitting. Donc, en variant un des paramètres qui contrôle la capacité, on peut répondre à la question, est-ce qu'on est plutôt en train d'overfitter ou d'underfitter? Donc là, évidemment, bien, il y a une réponse optimale, la capacité optimale. Et il faut savoir que plus on a d'exemples d'entraînement, plus la capacité optimale augmente. En d'autres termes, si on pense à la taille du réseau, bien, si tout d'un coup, quelqu'un me dit « Ah, j'ai des nouvelles données, j'en ai 10 fois plus qu'avant », bien, il faut que je change la taille de mon réseau parce que je vais pouvoir profiter de ces données-là. Je vais avoir un réseau plus gros qui va pouvoir absorber plus d'informations. Je vais sauter ça, même si c'est très amusant. OK, je vais la montrer encore. Ça dit juste que, c'est en rapport avec la discussion qu'on a eue hier, on peut entraîner des réseaux de neurones, un peu comme on entraîne des enfants par étapes où on va les entraîner sur certaines choses plus faciles, puis après ça, on va continuer l'entraînement avec des choses plus complexes. Donc, on fait ça aussi pour entraîner les animaux, là, si vous avez déjà essayé d'entraîner votre chien à faire quelque chose. Puis il y a une interprétation en termes d'optimisation. Là, il ne me reste pas beaucoup de temps, fait que je vais sauter un petit peu ça. Ça, c'est une slide très importante que je vais essayer de passer à travers ces deux slides-là. Debugging. C'est bien beau d'avoir votre code, etc., mais après ça, quand ça ne marche pas, on fait quoi? D'accord? Alors, la première chose, c'est d'avoir du code qui est instrumenté pour pouvoir traquer tout ce qui se passe. Il faut aussi qu'il soit instrumenté pour pouvoir reproduire les expériences. C'est-à-dire que si il y a des seeds aléatoires là, qui sont là-dedans et que vous ne pouvez pas contrôler, vous n'êtes pas capable de reproduire une expérience numériquement parfaitement, ça peut être un problème pour trouver des bugs. Il y a un outil qui est peut-être moins utile aujourd'hui à cause des logiciels qui ont été testés pour ça, qui permet de vérifier que la rétropropagation fait sa job, parce qu'il pourrait y avoir un bug dans le code de rétropropagation, auquel cas, ben, ça, c'est grave, là, vous n'êtes pas capable de faire les choses correctement. Donc, il y a des manières de vérifier numériquement que le gradient calculé analytiquement par la rétropropagation est correct. Mais si vous utilisez une librairie standard, ça va le faire tout seul. Ensuite, je vous ai parlé tantôt de l'idée d'entraîner sur un petit jeu de données pour débugger votre code. Donc ça va permettre de vérifier que l'algorithme d'optimisation fonctionne, puis ça va permettre de vérifier que le code fonctionne. Parce que si vous n'êtes pas capable d'entraîner un petit réseau sur un petit jeu de données, ça veut dire qu'il y a un bug à quelque part ou que vos hyperparamètres d'optimisation ne sont pas bons. Donc c'est vraiment un test. Avant de faire des expériences qui vont prendre 2 jours à rouler, là, vous faites des expériences qui prennent 5 minutes à rouler. Puis ça va vous aider à enlever plein de problèmes. Donc ça, c'est très, très, très utile. Traquer les courbes d'erreur, on a vu, là, je les trace, mais il faut les tracer, il faut les regarder, parce que ça va vous aider, entre autres, à savoir si on est plutôt underfitting, overfitting, puis à vérifier que les choses se passent bien. Il y a des choses plus subtiles que vous pouvez faire pour analyser ce qui se passe. On n'a pas beaucoup parlé, mais si vous regardez les articles, justement, avec Gloro, ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait la distribution empirique des poids puis des gradients pendant l'apprentissage. Est-ce que mes poids deviennent très, très gros tout d'un coup? Bien là, il faudrait instrumenter le code pour pouvoir mesurer puis faire des figures pour voir
c'est quoi la taille des poids, peut-être en fonction des couches, ou les gradients. Est-ce que les gradients ont l'air bizarres? Est-ce qu'il y en a des gradients qui deviennent très, très gros ou qui sont tous très, très petits? Bon, il y a des choses bizarres qui peuvent se passer. Ça peut être bon de suivre ça. Finalement, au-delà de débugger, on en a parlé un petit peu hier aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le réseau et valider que ce qui se passe, c'est des bons résultats. Donc, c'est très important d'avoir suffisamment d'expérience, de faire suffisamment d'expérience pour justement varier la capacité et vérifier si on est underfitting, overfitting. Ça, j'en ai déjà parlé. C'est important de faire des comparaisons, okay? Parce que vous pouvez avoir l'impression que votre système marche bien, mais peut-être qu'une simple régression linéaire fait encore mieux. Auquel cas, probablement que vous êtes dans les patates puis que votre code ne fait pas ce qu'il faut ou que vous n'avez pas choisi vos hyperparamètres comme il faut ou que vous n'avez pas assez de données, enfin bon, ou que le problème peut se faire bien avec une régression linéaire. Ça vaut la peine aussi de comparer avec une régression logistique, c'est la classification, de comparer avec des méthodes plus simples en machine learning que vous allez trouver dans des librairies comme scikit.learn, comme les SVM, qui sont plus faciles à instrumenter, etc. Ne marchent pas bien sur des gros ensembles de données, mais pour des petits jeux de données, ça va vous donner un point de comparaison. Aussi, souvent, c'est important de regarder plusieurs métriques. Là, selon la tâche que vous voulez résoudre, il n'y a pas nécessairement qu'une mesure qui nous intéresse. Jusqu'à présent, j'ai toujours fait comme on mesure la perte, mais des fois, il y a plusieurs quantités qui nous intéressent. Il y en a une qu'on va optimiser, puis des fois, ce n'est pas celle qu'on voudrait vraiment optimiser, mais c'est celle qu'on choisit parce qu'elle est différenciable. Il y en a d'autres qui peuvent nous intéresser. Par exemple, dans la traduction automatique dont je parlais tantôt, on va mesurer la log vraisemblance qu'on va optimiser, mais ce qui nous intéresse pas vraiment ça, c'est plutôt en fait comment les humains vont aimer la traduction. Mais ça, c'est coûteux à faire, on ne va pas le faire trop souvent. Alors, on va mesurer d'autres choses qui s'appellent, mettons, le score bleu. Puis quand on fait de la recherche d'information, c'est d'autres métriques. Fait que selon les tâches qu'on va faire, il y a des métriques différentes. Puis c'est important de savoir ce qui se fait dans la littérature pour ce type de données-là et de traquer ces métriques-là. Le plus important des métriques, c'est de vous poser la question, bien, pour votre utilisation à vous, là, mettons pour votre business, c'est quoi qui est important? C'est quoi la quantité que je voudrais pouvoir idéalement mesurer pour savoir que mon système fait mieux que ce que j'avais avant? Un autre outil de debugging ou d'analyse, c'est très, très simple. C'est une fois que j'ai entraîné mon réseau, je vais regarder ce qu'il fait. Donc, je vais l'appliquer sur des nouveaux exemples, puis visualiser c'est quoi l'output pour tel input. Et avec mon gros bon sens d'humain, là, ça a-tu de l'allure ce qu'il fait ou il fait-tu des erreurs qui n'ont pas de sens? Donc ça peut nous aider aussi à débugger. Un autre truc utile, mesurer l'impact de varier le nombre de données. Est-ce que je l'ai effacé? Oui, nombre d'exemples d'entraînement. Si vous avez une certaine quantité de données, puis ça coûte cher à aller chercher des données, en général c'est le cas, il faut les étiqueter par exemple. Si vous n'avez pas encore beaucoup de données, mais que vous faites deux expériences, une, mettons, avec 20 000 exemples, puis l'autre avec 40 000 exemples, puis vous voyez qu'avec 40 000, c'est beaucoup mieux qu'avec 20 000. Bien là, vous pouvez aller voir votre patron et dire, regarde, bien, si on extrapole la courbe, 80 000, ça devrait être encore mieux. Fait que donne-moi de l'argent, je vais aller chercher plus de données, puis on va avoir un meilleur système. Donc, vous pouvez utiliser la courbe de l'erreur de test en fonction du nombre d'exemples d'entraînement pour justifier ou pour dire, ben, regarde, ça a l'air de saturer, ça ne sert à rien de continuer à aller chercher des données, le gain va être marginal. Fait qu'on peut estimer le gain qu'on va avoir en ajoutant des données, en extrapolant ces courbes-là. Un autre élément pratique, c'est, on en a parlé un petit peu tantôt, on va faire des tests statistiques pour savoir quelle confiance on peut donner à notre erreur de test. Et surtout, pour savoir si notre nouveau modèle, il fait mieux statistiquement que quelque chose qui existe. Donc ça, c'est important d'utiliser des méthodes statistiques classiques pour ça. Et évidemment, ça va fonctionner seulement, on va pouvoir conclure qu'il y a une différence statistiquement significative seulement si notre ensemble de tests est assez gros. Sinon, on va peut-être utiliser de la validation croisée ou des choses comme ça. Donc, voilà. C'est tout. Merci.
Euh, j'ai déjà répondu à beaucoup de questions, mais je pourrais en prendre une ou deux là si. Oui, oui, l'acquisition de données peut coûter cher, oui. La qualité des données, oui, c'est un facteur important. Euh, Est-ce qu'il y a moyen de réduire l'impact sur la qualité des données? Bien, je ne sais pas, mais par contre, je peux vous dire une chose, c'est que si quelqu'un vous dit, je peux vous donner des données propres, puis des données sales, comme par exemple les étiquettes sont moins fiables, puis qu'il vous dit, ben, les données propres, ça coûte cher, puis les données sales, ça coûte rien. Ben, vous prenez les données sales pareil, OK? On peut utiliser un nombre infini de données sales, puis en moyenne, ça va faire quand même quelque chose d'utile. Donc, peut-être qu'une donnée propre, ça vaut autant que 10 données sales. C'est possible. Mais si vos données sales ne vous coûtent pas cher, ça peut valoir la peine de les rajouter dans l'entraînement. Dernière question. OK, la question, c'est est-ce que les outils permettent de faire des snapshots de données pour pouvoir refaire les expériences de manière reproductible? Ben, oui, ben, c'est de l'informatique, là. Je veux dire, on peut le faire. C'est important d'organiser son code pour que nos expériences soient bien documentées puis que ce soit reproductible pour qu'on sache exactement quel jeu de données a été fait. Donc, il ne faut pas faire ce genre d'expérience sur la ligne de commande en essayant un après l'autre. Puis là, on ne sait plus qu'est-ce que j'ai fait ce matin déjà. Non, ça ne va pas ça. Il faut faire des scripts reproductibles en s'assurant que les données, on est capable de retrouver exactement le jeu de données qu'on avait si on veut pouvoir répéter l'expérience. Parce que je peux vous dire que c'est arrivé plusieurs fois à mes étudiants qu'ils me disent ah, on a un réseau, il est extraordinaire, etc. Puis là, 2 mois plus tard, oui, on voudrait le tester dans un nouveau contexte. Mais on ne sait plus où sont rendus les fichiers, les poids, on les a perdus. Enfin bon, on n'est plus capable. Puis là, on essaie de reproduire l'expérience, ça ne marche pas. C'est des choses qui peuvent arriver. Peut-être qu'il y avait un bug qui faisait qu'on avait une impression optimiste de performance, ou peut-être qu'il y avait quelque chose de très bien, mais c'est une configuration particulière d'hyperparamètres. Donc, c'est vraiment important d'être très, très rigoureux dans la documentation des scripts et des expériences. Sur ce, je vous remercie.